Et bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est en soi très important sur les bateaux, c'est l'énergie à bord. Je voulais vous parler de l'identification de l'énergie à bord pour pouvoir après aller un peu plus dans le détail, pourquoi pas faire des vidéos un peu plus techniques sur l'électricité, l'électronique à bord des bateaux et tout. Déjà, il faut pouvoir identifier ça. Quand on parle d'énergie à bord, pour moi, il y a 3 voire 4 familles, 3 grandes catégories. On va avoir la catégorie de la productivité, tout ce qui va produire de l'énergie, tout ce qui va stocker. Donc la deuxième partie, c'est le stockage de l'énergie. Et la troisième partie, c'est la consommation de cette énergie. Qui c'est qui consomme quoi? Et comment ça va consommer. Et c'est vrai que j'aimerais mettre aussi une quatrième petite partie qui est un espèce de bypass, que moi j'appelle ça une transformation, sans la partie stockage. On va revenir plus tard là-dessus. Déjà, on va se focus sur la productivité, la production d'énergie, comment on produit de l'énergie à bord de nos bateaux. Alors, pour la partie production, on a principalement le moteur de nos jours, sur tous les bateaux, on a un moteur. Celui-ci, quand il tourne, donc en fait, il est là dans un premier temps pour nous aider à nous déplacer, mais aussi à produire de l'énergie, du courant en 12 volts, c'est-à-dire du courant pour nos batteries directement. Cet alternateur-là, il faut prendre conscience que c'est un alternateur qui a été réglé comme dans le système agricole. Je reviendrai après là-dessus, mais c'est comme le système agricole, puisque c'est les moteurs d'agriculture qu'on a à bord de nos bateaux. Donc prenez bien en compte ça pour la suite. L'alternateur délivre du courant et va charger les batteries. C'est le principal producteur de courant à bord de nos bateaux. Ensuite, on va avoir le chargeur de quai. Donc le chargeur de quai, lui, va transformer, en fait, il va convertir l'électricité 220 volts EDF, ou 110 volts pour la partie américaine. L'EDF, les prises de quai, il va les transformer pour pouvoir fournir de l'électricité dans le bateau en 12 volts. Bien évidemment, son chargeur de quai est aussi chargeur de batterie. On va dire c'est la même fonction. Il va aussi fournir la charge pour remettre d'aplomb les batteries. Donc ça, c'est 220 vers le 12 volts. Alors que le moteur, c'était du gasoil. On transformait le gasoil en énergie électrique. Après, depuis quelques années maintenant, ce qui est en vogue, c'est les panneaux solaires. Donc là, c'est plus pour une autonomie, pour tendre vers l'autonomie. C'est-à-dire que le panneau solaire, on n'a besoin que du soleil. Donc, c'est une énergie dite renouvelable et je sais plus quoi, peace and love. Là, le truc est économie. Les panneaux solaires donc, transforment les rayons du soleil en énergie en 12 volts. La particularité, c'est que le moteur, en fait, c'est quand on démarre le moteur, donc c'est le moteur, là où je veux en venir, c'est que le moteur, on a l'électricité, on la produit à souhait. Le chargeur de quai, on la produit plus ou moins à souhait quand on est en marina ou un emplacement de ponton. On ne peut pas forcément le produire, le chargeur de quai, on ne peut pas forcément le produire quand on est au mouillage. Sauf un cas, j'en parlerai après. Les panneaux solaires, c'est uniquement 2 jours. Donc en gros, c'est 12 heures dans la journée. Donc il faut le prendre en compte ce paramètre-là, moyenne, 12 heures dans la journée, on a les panneaux solaires qui tournent. Mais que la journée. Après, un autre facteur de productivité, un autre équipement qui est de moins en moins
utile, mais quand même qui peut trouver son importance sur les bateaux, c'est l'éolienne. Donc l'éolienne transforme la vitesse du vent, l'énergie du vent en 12 volts. L'éolienne, il y a beaucoup de gens qui ont des avis dessus un peu négatifs, parce que l'éolienne, ça peut vibrer, ça fait du bruit donc. Il y en a qui sont dérangés par ce bruit-là. Il y a des nouvelles technos d'éoliennes qui sont sorties là en 2020-2022 avec des technologies de moteur, parce qu'une éolienne en fait c'est comme un alternateur. C'est un alternateur simplement, au lieu que ça soit excité par le vilebrequin, c'est-à-dire la partie moteur avec les pistons et la partie moteur qui tourne, et ben c'est le mécanisme du vent qui fait que ça tourne. Mais c'est pareil, c'est un alternateur à l'intérieur. Et ben en fait, cet alternateur de nos jours est brushless, dit brushless. C'est une technologie qu'on retrouve aussi chez les perceuses, par exemple. C'est une technologie sans charbon. Donc c'est un autre procédé de friction, on va dire, de friction, qui fait que cette énergie, qu'elle est transformée, elle est un peu plus, comment dirais-je, on a des meilleurs résultats, mais encore faut-il avoir 20 nœuds de vent en moyenne, voire minimum. Donc en navigation, 20 nœuds de vent, ça peut le faire. En navigation, 20 nœuds de vent, quand on est en vent portant, ça veut dire qu'on regarde le vent apparent. L'éolienne va travailler avec le vent apparent. Le vent apparent va être soustrait, et du coup, eh ben, on sera beaucoup moindre. Donc on a une perte d'efficacité en vent portant avec l'éolienne, faut le savoir. C'est pas qui tout double, bien évidemment. Ça, je l'ai vu aussi sur beaucoup de forums et tout, où les gens négativaient la chose en disant oui, l'éolienne ça sert à rien, de toute manière au portant on produit pas. Non, c'est faux, on en produit moins, mais on en produit. Ensuite, l'éolienne, quand on est au mouillage aussi, souvent on est caché par le vent, donc on est caché par la côte. Donc du coup, on produit un peu moins. Par contre, le gros avantage de l'éolienne, c'est que c'est aussi une productivité qui tend vers l'autonomie, parce qu'on ne dépend pas de quelqu'un, mais du vent, tout simplement, dépend du vent. Et dépendre du vent, c'est aussi... je ne me rappelle plus quel argument je voulais sortir. C'est aussi, voilà, l'éolienne va travailler sur 24 heures. Ok, panneau solaire, c'est que 12 heures la journée. L'éolienne, c'est jour et nuit. Donc, il y a aussi un avantage si vous naviguez la nuit ou que vous avez besoin de recharger vos batteries la nuit ou la journée quand il fait mauvais temps. L'éolienne, elle répondra présente. Donc, c'est aussi une alternative qu'il faut prendre en compte là-dessus. Après, il y a des trucs un peu plus sophistiqués. Alors à l'époque, je vous parle de ça, moi j'ai pas connu, mais je dirais que c'était plus dans les années 80-90. On avait aussi des alternateurs d'arbres à hélice. Ça c'est pour les anciens bateaux, parce que de nos jours, les bateaux n'ont plus d'arbres à hélice, ils sont en self-drive. Mais ceux qui ont des arbres à hélice, il y a la possibilité d'installer des alternateurs d'arbres à hélice, qui fait que quand on navigue, le fait que l'hélice tourne par la friction du bateau sur l'eau, eh bien, on va pouvoir générer un courant. Et donc, on va pouvoir produire de l'énergie. De nos jours, ce qui est extrêmement connu en hydrogénérateur, du coup, c'est le Watt & Sie, par exemple, où vous avez deux types d'installs, celle qui est à l'arrière sur le panneau, sur le tableau de la jupe arrière. Donc vous le mettez dans l'eau, et du coup quand vous avancez, ça génère du courant. Ou alors en format pod, ils appellent ça format pod, c'est sous l'eau, vous mettez ça sous la coque directement et en continu. Moi je suis pas fan de l'hydrogénérateur de nos jours, je préfère, à la limite je préfère l'alternateur d'hélice qu'un hydrogénérateur.
Parce que l'alternateur d'hélice, ça va directement sur l'hélice. Et l'hélice, moi perso, quand elle tourne, mais je l'entends pas. Alors je sais qu'il y a des bateaux, on entend un bruit qui fait ouh, c'est chiant, je veux bien l'admettre. Moi, c'est pas le cas, je l'entends pas. Donc ça me dérange pas de mettre un alternateur dessus. Après, faut-il encore que l'arbre tourne assez rapidement. Parce qu'il faut quand même exciter l'alternateur qui sera dessus. L'hydrogénérateur, le gros problème que j'ai avec ça, c'est que dans ma configuration, moi je navigue beaucoup en côtier parce qu'on adore visiter la côte et tout, on trouve ça super beau. En Méditerranée, on ne fait pas forcément des navigations hauturières de 3, 4, 5 jours. Je dirais que c'est très rare d'avoir ça. Du coup, l'hydrogénérateur a moins d'importance. L'hydrogénérateur en transatlantique, si on pense à un transatlantique, il y a facilement la moitié du chemin où ça va être compliqué parce qu'il y a des sargasses. Après, il y a d'autres endroits, ça va très bien, hein, l'hydrogénérateur. Mais bon, voilà, il y a quand même des endroits où c'est problématique. Donc, il est susceptible de le fragiliser. Et moi qui ai un programme côtier, eh ben, clairement, je crains pour tout ce qui est les filets de pêche, tout ce qui flotte à l'eau proche de la côte. Moi, perso, je crains ça. Là, je viens de m'acquitter d'un coupe-au-rein sur mon arbre à hélice, exprès parce que je veux pas avoir ce problème-là. Voilà, donc du coup, je suis sceptique sur l'hydrogénérateur, même si les performances pour un catamaran et des bateaux de course sont exceptionnelles. Pour des bateaux de croisière, j'ai plus tendance à aller sur une éolienne. Voilà. Ensuite, on va avoir des solutions qui vont être pas trop utilisées. Je l'ai déjà vu sur des bateaux, mais c'est rare que je le vois. Par exemple, c'est la pile à combustion. Donc je crois c'est avec de l'hydrogène, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est un fluide, donc c'est un carburant qu'on recharge et ça vient nous donner en moyenne 5 ampères, donc un petit courant d'appoint en permanence. Voilà. Avec une bonne autonomie. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué et je dirais que c'est pour des bateaux un peu plus gros qu'il faut installer ça. Moi, sur mon 10 mètres, c'est quand même un truc assez important, assez imposant. Je ne sais pas où je le mettrai ça. Voilà. Après, il existe le groupe électrogène. Alors, le groupe électrogène, ça fait un petit moment que ça existe. On en trouve facilement. La particularité, c'est que ça fait du bruit, donc c'est pour ça que beaucoup n'en veulent pas sur les bateaux, c'est que ça fait trop de bruit. Par contre, c'est ce qu'il y a de mieux en rendement gasoil, transformation de gasoil essence en transformation électricité. Puisque maintenant, on a des groupes électrogènes qui peuvent monter à 8 kg facilement, donc c'est énorme, on peut être vraiment tranquille. À bord de ce bateau, de Océane, j'en avais un groupe électrogène, enfin j'en ai un, que je ne mets pas à bord parce que c'est un petit Honda portable qui fait 2000 watts parce que j'ai déjà d'autres solutions à bord qui me permettent d'être autonome. Maintenant, il est vrai qu'avant j'avais pas ce genre de solution et du coup le groupe électrogène pouvait être une solution alternative. Le groupe électrogène donc transforme de l'essence en 220 volts. Donc les prises de courant EDF. Et du coup derrière, on pourrait, perso je l'ai fait et ça fonctionne très bien, on peut donc mettre en place un système avec le chargeur de quai, 220 volts vers 12 volts. Et du coup recharger nos batteries et utiliser la consommation du bord avec un groupe électrogène. Alors bien évidemment les unités style catamaran, trimaran assez imposants, ils ont ça à bord, ils ont un petit groupe électrogène, ça sert. Parce que ils ont besoin maintenant, il y a des conforts un peu avancés avec des machines à laver, des lave-vaisselle, des trucs un peu poussés. Et puis des fois il faut charger les batteries un peu plus. Du coup ça peut servir. Donc voilà le groupe électrogène, les utilités qu'il y a. Vous voyez dans la partie production, voilà tout ce que j'ai listé. S'il y en a d'autres, mettez-les en commentaire. Parce que là je les vois pas, mais peut-être qu'il en existe d'autres. Alors des solutions quand même qui fonctionnent. Pas des trucs d'innovation top prout qui en fait en fin de compte on s'aperçoit qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Là tout ce que je vous ai dit pour moi il y a des avantages et on va pouvoir retrouver
on va pouvoir trouver, chaque équipement va avoir sa place à bord d'un bateau, suivant son usage et suivant la place qu'on va avoir à bord, bien évidemment. Ça, c'était la première partie, production. La deuxième partie va être sur le stockage. Donc, comment on va stocker l'énergie? Eh bien, c'est avec des batteries. Donc, les batteries, il existe plusieurs types de batteries, plusieurs matériels de batteries. Et on va avoir, moi j'ai référencé 4 catégories de batteries qui sortent du lot, voilà, qui sont les plus communs, connus, que vous êtes susceptible d'avoir à bord de votre bateau. Donc déjà, historiquement, on va avoir les batteries plomb. Donc les batteries plomb, c'est vraiment, ça existe depuis très 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 longtemps. On en trouve partout. C'est aussi des technologies qui fonctionnent depuis très longtemps. Et au niveau du coût d'acquisition, c'est dérisoire. Alors, c'est problématique aussi parce que ces batteries-là ont des inconvénients, je vais revenir après dessus, et des avantages. Mais quand même, elles ont des inconvénients importants. Mais comme elles sont pas chères, ben, malheureusement, moi perso, je le déplore, c'est que les constructeurs, je vais donner des noms, Jeannot, Beneteau, Fontaine-Pajot, par exemple. Il y en a d'autres après. Il y a aussi les autres Excess et tout, là, les sous-marques de Beneteau, Dufour et compagnie. Tout ça, en fait, mettent en place des batteries au plomb partout sur les bateaux. Et ça, c'est une grosse connerie monumentale. On va en revenir dessus. Alors, au niveau des batteries plomb, pourquoi je dis c'est une bêtise? Parce qu'une batterie plomb, en fait, l'avantage qu'elle a, c'est que vous pouvez, en fait, si vous l'entretenez, c'est-à-dire que si vous faites une bonne maintenance de cette batterie-là, vous allez la garder longtemps. Franchement, vous allez la garder longtemps. Les batteries fonctionnent en cycle. La durée de vie, c'est des cycles de vie. Cycle de charge, pardon, et de décharge. Donc quand vous chargez, déchargez, vous avez fait 2 cycles. Et en moyenne, on est autour de 2005-3000 cycles, à peu près. Alors, on ne peut pas le compter. Malheureusement, ça ne se compte pas. On peut pas. Il n'y a pas un facteur qui permet de dire, ok, on a tant de vie sur les batteries, sauf les lithium, où on a quelque chose un peu plus évolué. Mais les lithium, c'est en dernière partie. Donc les batteries plomb, par contre, si vous faites de l'entretien, c'est-à-dire que vous les dévissez et vous remettez de l'eau minérale dedans, et ben vous allez pouvoir les garder convenablement entre 5 et 8 ans, voire 10 ans. Ça m'est arrivé d'avoir des bateaux qui ont 10 ans et la batterie elle est en bon état. Voilà. Donc les batteries plomb tiennent, elles sont plutôt robustes, mais la gros inconvénient de la batterie plomb, c'est la capacité à se décharger. C'est-à-dire qu'une batterie plomb, elle a la force de pouvoir fournir une grosse énergie d'un coup. Grosse énergie. Paf, elle envoie à l'instant T. D'accord? Donc très court. Sur 3-4 secondes, elle envoie très fort. Il n'y a pas de problème. Par contre, si on commence à la décharger et qu'on va en dessous de 20% de sa décharge, que 20%, eh ben, elle va en gros s'autodétruire parce qu'elle ne va pas avoir assez d'éléments, ces composants chimiques vont pas être assez puissants pour pouvoir se régénérer correctement. Donc dans le temps, elle va se détruire. Quand je dis dans le temps, c'est sur 4-5 ans. Elle va se détruire. Donc du coup, il faut faire attention. Batterie plomb, c'est fait en fait que pour le démarrage, pour des grosses charges d'un coup. Ensuite, dans les technologies, il y a eu la technologie AGM qui existe et qui est un formidable compromis. Rapport qualité-prix. L'AGM, celle-ci, en fait, on va pouvoir la décharger à 40%. Donc, sur une batterie de 100 ampères heure, on va pouvoir lui consommer 40 ampères heure. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Vous voyez que la batterie plomb, c'est que 20 ampères heure sur 100. Voilà. Donc 40 ampères, donc ça commence à être correct, puisque sur les bateaux on a un peu plus généralement en autonomie. Ça commence à être correct.
C'est pas une dinguerie. On peut aller en dessous, on peut aller à 50, 60, 70%, mais on va tuer des cycles. Mais vraiment, on va détruire des cycles. C'est-à-dire, au lieu de détruire un cycle à chaque fois, on va peut-être en détruire 50 d'un coup. Parce qu'elle n'aura pas assez pour régénérer correctement. Et le problème des batteries AGM, c'est un problème et en même temps un avantage. L'avantage et l'inconvénient, c'est qu'une batterie AGM, souvent, sont dites étanches, sans entretien. Donc, le fait qu'elle soit étanche sans entretien, c'est que, en fait, elle va être, ces composants chimiques vont travailler, mais il y a aussi des composants qui vont s'user ou s'évaporer quand même un tout petit peu. Et au fur et à mesure du temps, bah ça les tue en fait, ça les tue. Ils vont pas avoir assez de chimiques pour pouvoir se refaçonner. Voilà. Donc l'AGM c'est bien parce qu'on est quand même sur plus de 5 ans de vie et ça tient très bien. Et le rapport qualité-prix et poids aussi, on est correct. On a un poids équivalent au plomb. Voilà, on a un poids équivalent, une batterie de 100 ampères-heure. On est à peu près à 30 kg. Peut-être un peu plus, je dirais peut-être 40 kg quand même, à voir. Après, il y a une technologie qui est sympa, que moi j'ai à bord du bateau. C'est les batteries gel. Donc j'ai une batterie plomb pour le moteur, et j'ai 3 batteries gel pour la partie servitude. Donc la partie servitude, on en reparlera après, la batterie gel. La particularité, c'est qu'elle est compacte, étanche, et elle, du coup, de son fait, la manière dont tout elle est faite, c'est vraiment, on va dire, de la haute technologie dessus. Elle est beaucoup plus compacte, un petit peu plus lourde que l'AGM, parce que la densité des matières à l'intérieur est plus dense, plus lourde. Par contre, on peut du coup descendre à 50%, voire 60%. Donc du coup, sur 100 ampères, je peux lui manger facilement 50 ampères, je peux lui manger, il n'y a aucun problème. Je peux manger 50 ampères sur les 100 ampères pour un cycle. En une nuit, je peux, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, c'est un bon compromis. Le gros avantage, c'est surtout qu'en fait, j'avais pas le choix sur notre bateau, par rapport à notre usage. Les cales moteurs, les cales où on devait installer les batteries, ne permettaient pas d'installer 3 batteries AGM par rapport à leur taille, à leur hauteur et leur distance et tout. La batterie gel, moi j'ai pu en mettre 3, donc 300 ampères-heure j'ai en autonomie de capacité de stockage. J'ai 300 ampères-heure en gel, et en fait la gel, on peut la coucher, on peut la mettre à l'envers, voilà, il n'y a aucun problème. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec les batteries gel. Les batteries gel, il y en a beaucoup aussi en petit. Par exemple sur les onduleurs, ceux qui ont des onduleurs avec leur ordinateur. Bon, dedans il y a une batterie, c'est pareil, c'est souvent des batteries gel étanches qu'il y a dedans. Voilà, donc c'est ce genre de batterie, c'est sans entretien, voilà. Bien évidemment, suivant le type de batterie que vous avez, les éléments qui sont connectés dessus en productivité, c'est-à-dire par exemple les panneaux solaires, l'éolienne, ou même le chargeur de quai, ces éléments-là vont être à régler spécifiquement pour votre batterie. C'est-à-dire si vous changez de technologie de batterie, il faudra modifier les réglages dessus. Il y en a qui ne le font pas et malheureusement ça pose problème. Voilà. Et puis la technologie grandissante de nos jours, qui moi perso j'ai encore un frein dessus, parce que j'ai vu cette instabilité, c'est le lithium. Même s'il y en a qui s'en plaisent, voilà. Moi j'ai encore un frein dessus avec le lithium, parce que c'est quand même instable. Je l'ai vu encore le 18 août avec ces histoires de tempête en Corse, où là il y a eu un bateau qui a pris une voie d'eau, il y a eu de l'eau dans les batteries, la batterie lithium elle a pris feu. Donc voilà, je suis encore sceptique par rapport à l'environnement marin. Je dis bien par rapport à l'environnement marin. Par exemple, pour un camping-car, sans hésiter, je partirai sur du lithium. Sans hésiter, aucun problème. Par contre, pour un environnement marin, où le bateau est contraint à des températures extrêmes, par rapport à un camping-car, parce qu'un camping-car, souvent, il est où? Il est entreposé dans un garage, ou alors, quand vous allez l'utiliser, vous allez avoir un chauffage permanent
qui va faire que la cabine du camping-car, de toute manière, ne tombe pas en dessous de 0 degré. Alors qu'un bateau, on peut être en mode gel. Donc il faut faire attention avec le bateau. Et c'est là où je crains pour les batteries lithium. Parce que les batteries lithium n'aiment pas le froid. Je le vois avec les trottinettes. Les trottinettes électriques, dès qu'il fait moins de 10 degrés, c'est le bordel. Les téléphones et les tablettes, à 0 degré, c'est le bordel. Moi, mon téléphone et ma tablette, je les ai déjà utilisés à 0 degré, et ben ça s'éteint. Voilà, donc c'est pour toutes ces choses-là qui font que je suis encore réticent sur le lithium. Par contre, effectivement, le gros avantage qu'il y a avec le lithium, c'est qu'on peut la décharger à 90%. Donc là, on a un gros potentiel de décharge, donc au niveau du stockage. Là, ça vaut le coup, sachant que le lithium, c'est 3 fois moins lourd que des batteries traditionnelles. Et au niveau de la place aussi, ça prend beaucoup moins de place. Mais 3 fois moins lourd. Donc ça, là, il y a un gros avantage aussi. C'est pour ça que camping-car, je suis fan. Mais pour le voilier, voilà, il y a encore des petites subtilités qui font que je ne passe pas le cap du lithium. Mais voilà, c'est ça. Et le coût d'une batterie, parce qu'une batterie lithium 100 ampères, on est à 1000 euros. Une batterie au plomb, on doit être à 150 euros, 150 euros. Une batterie AGM, on va être à 150, 200, 250. Une batterie gel, on est à 300 euros. Lithium, 1000 euros. Donc c'est quand même un coût assez important, parce que certes, les lithium, il m'en faudrait 3, donc 3000 euros. On va me dire, oui, mais dans le temps, si tu calcules sur 10 ans, oui, mais sur 10 ans, j'y crois pas. J'y crois pas. Mon perso, j'y crois pas. Une lithium, je veux voir si ça tient déjà 8 ans. Et après, c'est pour ça que je veux être du recul dessus. Et par la suite, je pense que oui, je switcherai. J'ai déjà une batterie lithium. J'ai déjà une batterie lithium, mais pas sur le bateau, directement installée sur le bateau. C'est une batterie, c'est une espèce de grosse power bank qui fait chargeur et tout. Ça s'appelle une EcoFlow, une batterie qui est connue. C'est connu, c'est ce genre de batterie. J'en ai une, mais c'est plus pour quand je vais travailler sur les chantiers, quand je vais travailler sur les bateaux, où bah, des fois il n'y a pas d'électricité. Du coup, je prends ça, j'ai le 220 volts et hop, voilà. Donc j'en ai déjà une. Mais c'est en essai. Et vous voyez, j'ai acheté la version 1 en parlant de ça. C'est une batterie portable, mobile, c'est un petit bloc. Voilà, j'ai l'autonomie qu'il faut, donc ça me va pour la journée. Je charge tout avec. Mais là, la seconde batterie qui est sortie, l'EcoFlow 2, et ben je m'aperçois qu'ils disent ouais c'est 2 fois plus, c'est 200 fois plus de charge machin. Ouais, donc en fait ta première version de lithium c'est de la merde. T'es en train de me dire que dans 2 ans c'est un produit que je vais foutre à la poubelle parce que la batterie elle est morte. Donc j'ai un peu les boules parce que ça vaut quand même 400 euros ce petit boîtier. Et en même temps j'ai l'impression que le lithium, il y a aussi d'autres technologies de lithium, l'HPO, phosphate et compagnie. Donc ce type de technologie à l'intérieur va influencer énormément la durée de vie de la batterie. Donc pour le moment, je mets de côté, j'attends de voir qu'est-ce qui est fiable. On n'a pas encore assez de recul, même si ça fait une dizaine d'années que ça existe le lithium, c'est pas encore assez, hein, il faut attendre encore un peu. En tout cas, c'est mon recul encore que j'ai en 2022. Voilà pour la partie batterie, la partie stockage. Ensuite, la troisième grande partie de classification d'énergie, moi j'ai identifié tout ce qui est consommateur, la consommation énergétique. Donc là, on va avoir, il faut les identifier, il faut avoir tout ce qui va consommer, qui a besoin d'énergie à bord, énergie électrique. Donc on va avoir, je dirais, trois familles à l'intérieur. La famille la plus connue, qui existe depuis tout le temps, c'est la famille moteur démarrage. Donc dans la démarrage, je dis démarrage parce qu'en fait ça demande une énergie extrêmement puissante à très très court terme. Maxi 5 secondes. Maxi 5 secondes. Mais beaucoup de puissance. En gros là on va parler de 500, 800 ampères en 5 secondes. C'est le démarreur du moteur. Le démarreur du moteur, il a besoin de beaucoup de force très court, puisqu'un démarreur, on appuie avec et hop, c'est bon. Mais là, il a besoin de beaucoup de puissance à ce moment-là. Donc là,
on va avoir besoin de batterie de démarrage. Et par rapport à ça, ce qui va être bon, c'est de coupler à une batterie de stockage au plomb. Voilà. Ou alors AGM si on veut, quelque chose qui soit bien, qui fasse un peu tout. Voilà. Qui est capable d'aller sur des charges un peu plus profondes. Alors que le plomb, lui, ne fait pas de décharge profonde. Il n'y a que 20% qu'on utilise. Mais par contre, voilà, grosse patate d'un coup. Donc, on peut passer là-dessus. Batterie de démarrage. Ensuite, on va avoir des batteries dites mixtes. Alors, les batteries mixtes, en fait, dans le commerce, marketingment parlant, ils appellent ça des batteries dual. Alors, il y en a plein. Dual, je sais. Tous dual. Allez voir les batteries. Chaque constructeur, Varta, Exide, Dolphin, qu'est-ce qu'il y a d'autre en marque? Enfin, toutes les marques que vous connaissez de batteries. Il faut regarder. S'il y a écrit dual, c'est des batteries mixtes. Et ces batteries-là, pour moi, elles sont bonnes pour un usage intensif, court terme, c'est-à-dire maximum 3-4 minutes. Mais avec une intensité assez puissante, globalement puissante. Elles sont aussi bonnes, elles ne sont pas mauvaises pour des bateaux, par exemple des bateaux à moteur, type bateau de pêche. Ça fait tout. Elles sont mixtes, donc elles peuvent le faire. Les duals sont faites pour ça. C'est fait pour des bateaux, les petits bateaux de moteur de 7-8 mètres, là, c'est très bien pour ça. Mais elles sont faites aussi pour tout ce qui est les consommateurs d'instruments, donc tout ce qui est les consommateurs 3-4 minutes. C'est-à-dire, je m'explique, tout ce qui va être les guindeaux, même si les guindeaux, il y a des particularités, il faut faire attention, mais les guindeaux, les propulseurs et les winches électriques. Là, les batteries mixtes vont répondre à l'appel convenablement. Voilà. Je pense que c'est un bon compromis pour des batteries duales. Sachant que souvent, enfin en tout cas ce qui est recommandé, par exemple pour le guindeau, ce qui est recommandé c'est d'allumer le moteur pour que le moteur avec l'alternateur débite du courant suffisamment pour quand même pas exposer la batterie, parce que vraiment on en demande beaucoup quand même, hein, on peut demander 100, 200 ampères à l'instant T, c'est énorme. Et du coup le moteur va en partie combler cette lacune là. Et du coup, ça permet de faire respirer un peu la batterie. Donc les batteries mixtes, c'est ça. Sachant qu'un guindeau, il y a deux types d'usage, donc il faut faire attention avec le guindeau, parce que ça on en a, les guindeaux électriques à bord. Il faut faire attention que quand vous allez l'utiliser, en fait, la forte puissance d'usage, c'est quand ça va arracher l'ancre et quand il y a tout le mouillage dans l'eau. C'est là où il y a toute la puissance du moteur. Parce que si vous enlevez la chaîne et que vous faites tourner à vide le guindeau, eh ben on s'aperçoit que le guindeau, il a pas de force. Donc, il n'a pas une force à tirer. Donc, du coup, il va consommer de manière raisonnable. Mais dès que ça tire dessus, là, par contre, il va surconsommer. Les winches, c'est pareil, les winches électriques. Et le propulseur, bah, lui, c'est en permanence, il tourne. Donc, il a besoin d'une grosse capacité. Voilà les batteries mixtes. Donc ça, on peut avoir à la limite un parc de batteries dédié. C'est aussi conseillé d'avoir un parc de batteries dédié, mixte, quand on a un bateau un peu grand, c'est-à-dire un bateau de 10-12 mètres, 12 à 15 mètres. Là, parce que les câbles, la section de câble est trop importante pour faire passer 100 ampères, 200 ampères, 300 ampères. Donc du coup, on va mettre une batterie à l'avant qui va être dédié, ou un parc de batteries avec deux batteries parallèles qui va être dédié à ça. Propulseur, guindeau et winch électrique, ben c'est pas, voilà, mais il vaut mieux l'avoir avec, voilà. Si on peut mettre des winch électriques dessus, c'est parfait. Et puis après, ben, il y a tout le reste, donc dites, en fait c'est des batteries, ça va être le parc de servitude, de confort à bord. Donc là, on va retrouver les feux de navigation, tout ce qui est la partie confort, télévision, instruments de bord, le frigo,
le pilote automatique qui consomme en navigation, voilà, toutes les lumières à bord du bateau, tout ça, ce sont des, on va dire de la servitude. Voilà, c'est inclus dans de la servitude, dans le confort. Et là, on va avoir un usage différent, c'est un usage en fait de consommation sur du long terme. 12 heures, 24 heures, 48 heures, etc. Donc ça, c'est sur des longues durées. Donc là, on va vraiment s'axer sur des batteries. On va avoir en stockage, il faudra du stockage AGM, gel ou lithium. Voilà. C'est là où je veux en venir, c'est que c'est là où les batteries vont être importantes en AGM ou en gel si on n'a pas la place, ou en lithium si on n'a pas la place, le poids et qu'on veut un truc un peu plus novateur et avec beaucoup de stockage, de capacité de stockage. Donc par rapport à ça, après il faut penser au bilan de consommation qui est important, un bilan énergétique à bord. Voilà, il faut y penser, il faut le faire pour savoir si on a un bon équilibre entre production, stockage, consommation. Vous voyez, pour avoir cet équilibre là, il faut faire un bilan de consommation. Le bilan de consommation se fait avec quoi? Il se fait avec un contrôleur de batterie. Donc à bord, vous devez avoir, moi j'appelle ça un BMW, donc le gestionnaire énergétique. C'est un instrument de bord que vous placez entre vos batteries et tout le reste. Et ça va vous donner la capacité de charge-décharge à l'instant T. Ça va vous donner le voltage des batteries, ça va vous donner l'autonomie restante que vous avez à bord de votre bateau. Voilà, et avec ça, vous allez pouvoir checker si effectivement, de jour comme de nuit, au mouillage ou en navigation, vous allez être autonome ou pas. Et du coup, vous pourrez rééquilibrer tout ça. Donc moi, par exemple, à bord du bateau, j'ai mis en place donc un contrôleur de batterie. Et une fois que j'ai mis en place, j'ai pu me poser sur mon bilan énergétique et me dire, ok, en production, avec deux panneaux solaires de 300 watts plus mon moteur, je suis autonome, mais quand il fait pas beau, je suis pas autonome, donc j'ai mis en place un booster d'alternateur à bord sur mon moteur Volvo. J'ai mis ça, il y a une vidéo qui a déjà été apparue là-dessus, et ça me permet de combler le manque que j'avais là-dessus. Pour le moment, je suis autonome, pourtant je suis énergivore. Je suis clairement quelqu'un qui consomme beaucoup d'électricité, sachant qu'en plus j'ai un désalinisateur, j'ai une télévision, j'ai des ordinateurs à bord, on travaille à bord, on fait du télétravail. Bientôt, l'année prochaine, je mets en place une petite glacière avec un compresseur dessus, donc qui va me consommer aussi en permanence. Voilà, donc tout ça, ça consomme, mais j'arrive à être autonome avec 300 watts de panneaux solaires, mon moteur et mon booster d'alternateur, plus en batterie 300 watts 300 ampères heure de capacité de stockage, sachant que je peux consommer 50%, donc 150 ampères heure de capacité que je peux utiliser. Ça me fait, voilà, je trouve un bon équilibre là-dessus avec tout ce que j'ai. Voilà. Par rapport à ça, par rapport au bilan énergétique, attention au frigo quand vous allez faire votre bilan. Essayez de le faire quand vous avez une température ambiante de 20 degrés, c'est une moyenne, parce que le frigo réagit différemment à 20 degrés quand il y a la canicule à 40 degrés, quand il fait froid à 5 degrés. Je le vois là actuellement, il tourne peu. Bon là il tourne, à l'heure que je vous parle il tourne, mais il tourne pas tout le temps ce frigo, parce que l'hiver, quand il fait que 10 degrés, il atteint plus facilement le seuil, et le delta pour qu'il se réactive et qu'il redescende en température est moins nombreux. Voilà, donc du coup c'est plus voilà. Essayez de faire votre bilan de consommation autour de 20 degrés. Le printemps ou l'automne, c'est parfait pour faire ce genre de bilan. Voilà pour la partie consommation, la troisième partie. Et je vous ai dit en début de vidéo qu'il y avait une partie, voilà, un petit plus qui est la transformation, la conversion. Voilà, je voulais classifier ça aussi différemment.
parce que on peut transformer, on peut aller de l'état production à directement consommation sans passer par stockage. Ça se fait de plus en plus à bord de nos bateaux. Et moi, je l'ai fait au travers d'un transformateur 12 volts, 220 volts. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends directement l'électricité, l'énergie en 12 volts et je la transforme en 220 volts. Mais on pourrait le faire avec un groupe électrogène. J'en ai parlé en début de cette vidéo. Le 220 volts, le groupe électrogène va transformer le gasoil en 220 volts et de là on peut transformer pour recharger nos batteries en 12 volts ou l'utiliser directement. Donc il y a aussi voilà, cette partie, je ne savais pas où la placer, transformation, où effectivement on peut mettre un transformateur 12 volts 220 volts et utiliser directement l'énergie du bord en 220 volts. Ben, moi je l'utilise, en fait je l'utilise fréquemment. Quand je charge mes batteries au mouillage, donc j'ai le booster aussi d'alternateur, quand je sais que j'ai chargé et qu'il m'en reste un peu, c'est souvent le soir. En fait, voilà, parce qu'un booster d'alternateur, faut l'utiliser intelligemment, donc il faut utiliser intelligemment son moteur. Quand on a toute une journée de mauvais temps et que du coup les panneaux solaires n'ont pas rechargé à 100% les batteries, bah à 18h par exemple, l'heure de manger, je mets en route mon moteur, il va me charger mes batteries, mais en même temps j'ai aussi un multicuiseur, voilà, ça consomme pas des masses, que je mets en 220 volts, et comme ça je peux me faire par exemple du riz, voilà, je me fais mon riz pour ma semaine en 220 volts. Voilà pourquoi je voulais parler aussi de la transformation, parce qu'il y a aussi ça, de nos jours, on y arrive, on est demandeur de ça, transformation aussi, par exemple, tout ce qui est le 12 volts en 220 volts à bord de nos bateaux, ça se fait de plus en plus. Les gros catamarans, c'est inclus maintenant, il y a des gros converteurs Victron qui font tout, voilà, qui font production, c'est-à-dire qu'ils chargent, ils ont l'option chargeur, mais en même temps ils ont aussi l'option de t'apporter du 220 volts à bord du bateau en permanence. Voilà donc les classifications auxquelles il faut que vous ayez, il faut vraiment les identifier, même visuellement, savoir où ils sont situés, pour savoir s'ils fonctionnent bien, s'il n'y a pas des boutons en plus. Voilà, sur les catamarans, il y a des options en plus où on peut mettre que inverteur, que autonome, voilà. Donc voyez tout ça, ou avec prise de quai, voilà. Donc il faut prendre notion de ça. Vraiment, c'est la base de l'autonomie énergétique à bord de nos bateaux. Allez, à plus, bonne journée.